Et ça se discute avec nos chroniqueurs, Julio Tometti, toujours au point, bonsoir. Oui, bonsoir Théodule, bonsoir le plateau et à tous nos téléspectateurs. Très bien, merci à vous François-Xavier Noumont, notre consultant permanent sur le Grand Soir. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Alors, ça a été une très bonne nouvelle pour les Béninois. Il s'agit donc de la gratuité qui est décrétée désormais pour l'obtention du certificat du numéro personnel d'identification. Et c'est cette décision que l'ANIP a prise pour certainement faciliter beaucoup de choses aux Béninois, la fluidité dans l'acquisition de certains documents. Ce soir, nous allons en parler, nous interroger sur la question d'abord, mais quelle est l'utilité de ce certificat du numéro personnel d'identification et pourquoi en est-on arrivé à cette gratuité? Parce que les Béninois, oui, ils se réjouissent. Dans le même temps, il y en a qui se posent la question de savoir mais pourquoi en est-on en arrivé là? Et puisque nous avons la chance d'avoir un juriste avec nous, on sera mieux situé, mieux éclairé. Julio Tometti, l'information, vous l'avez eu. Le certificat du numéro personnel d'identification CNPI, qu'est-ce que c'est? Pour les Béninois qui n'en savent pas encore grand-chose, qu'est-ce qu'ils peuvent y comprendre, voilà. Ce que j'ai envie de dire d'abord, comme tous les Béninois aiment le dire, quand de ces nouvelles viennent, oui. Je voudrais vous demander peut-être, nous qui avons déjà payé pour le CIP, que faisons-nous, nous qui avions donné les mules pour que désormais les gens s'y aillent, en plus grand nombre, que faisons-nous? Bon, c'est pour rigoler. Il faut dire que le numéro d'identification personnelle, parce que ça s'appelait CIP, certificat d'identification personnelle, qui est devenu certificat de numéro personnel d'identification. En fait, les deux veulent dire la même chose. C'est-à-dire, pour chaque Béninois, il est accolé un numéro d'identification qui le suit sur tous ses actes d'état civil. Et la première fois où le numéro apparaît dans les actes de l'individu, c'est d'abord à travers le CIP. Donc, sur la base du CIP, si vous voulez faire aussi la carte biométrique, ce même numéro se retrouve sur la carte biométrique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de services en ligne, comme la création de sociétés, comme se fait établir ou bien se fait délivrer son numéro IFU, d'identification personnelle, qui devient aussi une obligation pour un certain nombre de formalités. Même pour aller peut-être faire un contrat d'abonnement à la SBE, maintenant, on vous demande. Même si pour aller modifier peut-être baisse de tension. Dans beaucoup d'administrations aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Il n'y a pas ce secteur d'activité aujourd'hui où vous allez vouloir travailler, les enseignants, tout là dans les collèges et universités, quand on vous le demande. Au-delà de ça, de plus en plus, au niveau même de l'IFU, pour se faire délivrer l'IFU aujourd'hui, l'IFU est devenu, c'était en ligne, mais la procédure est devenue un peu plus rapide et est soumise maintenant à ce numéro d'identification personnelle. Autre chose, c'est au niveau, toujours par rapport à la gestion des impôts, c'est les factures normalisées, la plateforme des factures normalisées. Pour avoir un compte, sa page sur la plateforme des factures normalisées, pour créer le compte sur la base de votre numéro d'identification, votre numéro IFU, il vous faut forcément, l'un des éléments qu'il faut renseigner, c'est ce numéro d'identification personnelle. Ça veut dire que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir accès à la plateforme, parce que la plateforme était venue régler un problème de coût en ce qui concerne les machines à facturation normalisées. Et donc l'administration fiscale étant dans la posture de diversifier pour que tout le monde, on a créé en fait la plateforme qui est aujourd'hui d'un accès de qualité. Et donc, pour y avoir accès, il faut ce numéro. Donc, pour beaucoup d'autres services, peut-être à venir, on aura toujours besoin de ce numéro. Or, pour avoir ce numéro, il faut avoir fait le certificat d'identification personnelle qui est devenu certificat de numéro personnel d'identification. Et donc, c'est certainement pour amener, d'accord, les uns et les autres à souscrire à cette formalité pour avoir ce numéro d'identification personnelle que les autorités de l'ANIP, avec le gouvernement, ont certainement rendu cela gratuit. Et ce qui est encore bon, c'est qu'on peut soit se déplacer, aller vers l'ANIP pour le faire. Ça sort en un jour, vous le faites, vous allez faire la demande le matin, le soir vous l'avez. Vous pouvez aussi rester chez vous, d'accord, et faire la demande en ligne. Et c'est prêt, on vous le renvoie, vous l'imprimez, vous en faites ce que vous voulez. Mais ce qui est, c'est que ça apporte ce numéro-là. Et donc,
comme je disais tantôt, c'est pour donner un accès plus libre. Est-ce que la question de coût était peut-être un blocage pour beaucoup de personnes d'y aller? Peut-être que oui, parce que les formalités au niveau de l'ANIP, il y a beaucoup qui ne s'arrêtent qu'au niveau de l'acte de naissance, qui considèrent être la pièce d'état civil la plus indispensable. Après, les autres, on se dit, bon, je n'en ai pas tellement besoin, surtout qu'au niveau de la carte biométrique, ça a fait quand même beaucoup de polémiques en temps. Or, pour faire la carte biométrique, il faut forcément avoir fait le certificat d'identification personnelle. Donc, l'un mis dans l'autre. Donc, c'est une politique tendant à amener les Béninois à très vite remplir ces formalités pour se voir attribuer ces numéros, parce que ce sont ces numéros qui vont, suivre partout. Il y a rappelé aussi que tout ceci était soumis, d'accord, à l'enrôlement au RAVIP. C'est sur la base de ce numéro RAVIP que toutes les autres formalités peuvent être faites. Et c'est heureux que sur tout le territoire national, l'enrôlement continue toujours pour ceux qui ne l'avaient pas fait. Donc jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de s'enrôler au RAVIP pour la facilitation des formalismes tendant à avoir un état civil régulier. Donc c'est à saluer, et donc nous invitons la population à massivement s'atteler. S'ils ne s'y maîtrisent pas, qu'ils demandent à côté. Je pense que beaucoup déjà l'ont fait, et les uns et les autres on saura s'orienter. Voilà. Est-ce que il faut comprendre qu'au départ, tout est parti du RAVIP, et que est-ce qu'il y a une différence entre l'IFU, vous venez de le dire, entre l'IFU et le CNPI qui est le CPI? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, ça n'a absolument rien à voir. L'IFU, c'est un identifiant fiscal, c'est un numéro d'identification fiscale. Ça, c'est purement pour tous ceux qui on déclare des activités, en tout cas abus lucratifs, quelle que soit la forme et quel que soit là, tout le monde n'est pas astreint à avoir encore que je pense que pour les adultes, dans leur immense majorité, à part les fonctionnaires de l'administration publique, tous ceux qui déclarent sont amenés à déclarer des revenus via des services ou des types, n'importe quel type de contrat, sont amenés à souscrire à l'IFU. Là, pour le CNPI, l'ancien CIP, ça c'est un autre niveau d'identification holistique qui prend en compte tout ce que vous pouvez faire comme déclaration afférente à votre vie de tous les jours. Parce que là, ça brasse large, c'est un numéro qui vous est attribué pour tout ce que vous avez à faire comme déclaration, on va dire grosso modo administratif, que ce soit l'acte civil, que ce soit pour les différents types de déclarations, pour peut-être bientôt pour postuler à des concours, Voilà, c'est une manière pour l'État de de clarifier un peu. C'est un autre marqueur de citoyenneté, si on veut le dire, la façon la plus simple possible. Et il faut saluer cette ambition du gouvernement de donner un coup de pouce aux populations, simplement parce que, évidemment, quand vous voyez, pour nous qui avons déjà souscrit à faire cette démarche, c'est vrai que ça a un coût aussi, même si on peut dire que c'était déjà un coût abordable. Là, c'est pour quelque peu booster un peu le processus. Et il faut vraiment que les Béninois jouent le jeu, en tout cas les populations jouent le jeu, parce que, comme Julio le dit, beaucoup de choses, de plus en plus de déclarations ou d'actes seront disons conditionnés par ce numéro d'identification. Bientôt, nous serons tous identifiables par des numéros. Aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas fait le RAVIP peuvent s'en mordre les doigts, encore que je pense qu'il est encore possible, il est encore possible de le faire. Donc nous allons dans la bonne direction.
Et cet aménagement offert par le gouvernement devrait permettre quand même, c'est ce qui est souhaitable, que plus de personnes arrivent à solliciter ce numéro d'identification. Oui, voilà. Et donc, c'est dire en un mot que l'État, le gouvernement veut identifier chaque Béninois, où qu'il soit en tout cas. Mais est-ce que ce numéro, ce certificat concerne les moins de 18 ans, et beaucoup? À côté de ça, il y en a qui ont vraiment peur, qui parlent d'imposition. Est-ce que ce n'est pas une manière d'amener tout le monde à payer les impôts? Ce sont là des questions que les Béninois se posent, même sur la toile, vous en lisez. Pourquoi généralement, beaucoup de citoyens, parfois peut-être, pas manque d'informations, attribuent toutes les initiatives tendant à recenser, à avoir une idée même ne serait-ce que de la démographie, d'accord. On a tout le temps tendance à penser que on veut imposer. J'ai eu aujourd'hui dans cette journée, dans un service des impôts, une anecdote là. C'est une dame qui était venue se plaindre de ce que l'avis d'imposition qui lui est venu était hors norme par rapport à ce que représentait sa maison. Alors qu'il y a un agent qui l'a identifié. Le jour où ils avaient été chez lui faire l'enrôlement pour demander combien de chambres, combien de boutiques il y a ici, ils leur ont fermé le portail parce qu'ils ne voulaient pas faire de déclaration, c'est les gens de l'impôt. Donc quand ils viennent, c'est les sous-taxés. Donc les agents ont dû écrire ce qu'ils peuvent et les choses ont été majorées à la hausse, elle est venue tempêter. Bon, c'est vrai, les gens ont fini par le calmer, mais cet avis-là de cette année, elle finira par le payer, quitte à ce qu'on redescende en froid, fait l'évaluation, et ça comptera 1 an après. Et donc c'est pour dire, en fait, quoi. Il faut que nous nous approprions, cette notion de citoyenneté, pour dire, c'est notre contribution individuelle qui fait les ressources pour l'État, pour les services d'ordre collectif que l'État met tout le temps à notre disposition. En fait, c'est un élément sur lequel nous devons fonder. Nous avons parlé ici hier, par exemple, de l'éducation, de beaucoup de secteurs où il y a véritablement encore à faire. L'État, le fonctionnement en termes de ressources, nous n'avons pas grandes ressources minières, si nous n'avons pas du tout, sauf nos productions. Donc, on ne peut que compter sur nos productions agricoles et sur les impôts pour quand même arriver à bout de ce que nous avons comme charge. Par exemple, on dit, l'État, les charges, il faut les couvrir. Et donc, sur la question, excusez-moi de le dire, c'est même une justice sociale, d'accord, que, comme on le dit, que tout le monde paie ses impôts. Parce que moi, je ne comprends pas que je puisse payer les impôts et que François Xavier fasse tout pour, en fait, sortir des mailles, alors que nous bénéficions des mêmes services de l'État. Nous réclamons les mêmes privilèges de l'État. Donc, cette question de, est-ce que ce n'est pas pour tasser ou autre là, il y a lieu d'enlever ça de la tête des populations. Parce que là, c'est pas dans la culture des Béninois. Voilà, parce qu'en le faisant, il se bloque aussi beaucoup d'autres voies, beaucoup d'autres portes. Et innocemment, il y a la question du RAVIP là, si on doit tenir compte de tout ce qui a été dit par rapport à ça, si les gouvernants doivent faire preuve, doivent être émotifs, d'accord, ils n'ouvriraient pas en fait ces nouvelles vagues d'enrôlement parce que on a tassé le gouvernement en ce moment-là de tous les noix et sous parce qu'on veut. On est toujours quelque peu dans les supputations. Non, il y a lieu, lorsqu'il y a des initiatives d'ordre public tendant à enrôler, à identifier, l'identification c'est une question maîtresse. Parce qu'il faut que l'on sache, en fait, fondamentalement, dans chaque région, quelle est la démographie, comment ça évolue, est-ce que ça diminue, pour savoir quelle est la nature des services sociaux. Il y a combien d'habitants pour combien de centres de santé, combien d'écoles pour combien de populations, ou bien d'enfants en âge d'aller à l'école. Il faut que l'État ait les chiffres, d'accord, pour savoir quelle est l'orientation qu'il fera par rapport à ces actions de développement ou bien d'ordre social. Donc, c'est une question élémentaire parce qu'on a besoin des chiffres pour savoir. Théodule, que vous ayez 2 enfants, vous avez 5 enfants, le mode de gestion sera différent. Ce que vous allez affecter à la scolarité sera différent. Donc, l'État est dans la même posture de pouvoir identifier ces populations, de devoir dire, j'ai tel. Donc, comme vous avez parlé des enfants, les enfants sont aussi concernés parce qu'on dit, même pour le RAVIP, même à la naissance, déjà, on peut faire enrôler un enfant.
les pièces d'état civil, les enfants de moins de 18 ans le font. D'accord? Ces questions de CIP et autres, les enfants, il n'y a pas d'âge pour ne pas faire. Les seuls éléments pour lesquels les enfants ne peuvent pas y aller, c'est en cas d'élection, c'est-à-dire d'avoir une carte laitière pour aller aux élections. C'est la seule chose qui n'est pas permis aux enfants. Mais en termes d'outils d'identification ou bien d'état civil, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et donc, je rappelle encore une fois que la question de RAVIP, de l'enrôlement au RAVIP, ce n'est pas que pour les adultes, mais c'est aussi pour les enfants. C'est vrai qu'il y a une marge pour les enfants, par exemple, ils peuvent le faire, d'accord, parce que les centres sont toujours ouverts, mais il faut dire que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les adultes, ça concerne tout le monde. Et ça participe à la question de contrôle, pas de contrôle, d'avoir une idée, d'accord, de la démographie pour ne serait-ce que orienter les actions de développement. Oui, François David, moi, sur la question, parce que oui, la culture, oui, comme on l'a dit, identifier, lancer des opérations, on assimile ça directement au paiement des impôts, on va vous obliger à payer. Et donc, la culture du paiement des impôts n'est pas dans les habitudes des Béninois. Je vais commencer par la fin, par là où Julio a fini. Les Béninois doivent comprendre que s'ils ne se font pas identifiés, c'est qu'ils pénalisent eux-mêmes, qu'ils mettent déjà en échec les politiques publiques mises en place par le gouvernement. Parce que pour qu'une politique publique soit efficiente, encore faut-il que les gouvernants aient une idée précise de ceux à qui ces politiques publiques sont destinées. Et donc, quand bien même quand certains Béninois ne se font pas identifier, donc ça veut dire simplement qu'ils sont inexistants dans ce que le gouvernement met en place. Le gouvernement prendra en compte ceux qui sont identifiés. Évidemment, dans l'implémentation, on ne va pas jusqu'à cette précision. Mais évidemment, quand ça se fait ainsi, quel que soit le programme public, il y a une bonne partie de la population qui n'est pas prise en compte, quelle que soit la volonté du gouvernement de le faire. Maintenant, sur la question des impôts, c'est une question, on va dire, ce n'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement les Béninois, ça ne concerne pas seulement le Bénin, pardon. N'importe où vous êtes sur la planète, quand vous parlez d'impôts, les gens haussent la tête et parfois certains se mettent en rébellion. Mais les gens doivent comprendre, ceux qui nous suivent doivent comprendre que c'est le lien le plus palpable que nous avons, c'est le lien de citoyenneté le plus palpable, le plus tangible que nous ayons avec la collectivité. Je pense que on dit souvent dans notre culture, oui, l'État doit. Encore concrètement, les gens le savent, mais ils ne veulent pas en tout cas, ils le savent, ils ont ça à l'esprit, mais ils ne le touchent pas du tout ou ne veulent pas l'envisager concrètement. Quand on dit l'État, c'est nous. Concrètement, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gouvernants ne sont là que pour arbitrer au final. Les gouvernants, une bonne partie de leur temps, mettent les programmes en place, mais le président de la République, son gouvernement sont là pour arbitrer. Arbitrer sur la base, quand il s'agit d'allocation de ressources, arbitrer sur la base de ce qu'ils ont à disposition. Donc, la réussite des programmes sociaux, quel que soit le secteur, sont tributaires des contributions que nous apportons. Et après, la question de la justice sociale est importante. Que les gens se mettent en tête que quand nous circulons sur une voie, une bonne partie de ce que nous payons est quand il y a un aménagement urbain. Alors, si certains ne payent pas, il faut qu'ils se mettent en tête qu'ils vivent sur le dos de ceux qui payent. C'est brutal, mais c'est comme ça. En réalité, c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Il y a des corps sociaux qui ne peuvent pas ne pas payer les impôts. Ceux qui sont des contrats, les fonctionnaires, les entreprises où les salariés sont déclarés, ils ne peuvent pas contourner l'impôt. Ou du moins, même s'ils le tentent, il y a des moyens plus faciles de les rattraper. Tout le monde dira oui, mais on paye les impôts par rapport à ce que nous consommons. Bon, là, il n'y a pas de débat, puisque de toute façon, il n'y a pas de différence. Nous le faisons tous, donc ce n'est pas extraordinaire. Puisque nous consommons, nous payons la TVA. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à ce sujet. Mais impôt sur le salaire, impôt sur le revenu, impôt foncier, tout ce qui a taxe immobilière, ainsi de suite. Impôt sur les véhicules roulants, ainsi de suite. Tout cela va dans une caisse commune qui permet à l'État de financer la plupart des programmes sociaux et de
d'opérationnaliser la redistribution. Donc encore une fois, quand nous ne le payons pas, il faut que les gens se mettent en tête, c'est pas seulement l'État, l'État est ci, l'État est ça. Nous bénéficions de services, de beaucoup de services sur le dos d'autres Béninois. Parce que d'autres Béninois le payent systématiquement. Donc en réalité, pour être encore plus brutal, c'est que nous arnaquons nos compatriotes, nous arnaquons nos... En réalité, c'est ça. Les gens ne le comprennent pas, mais c'est effectivement cela. C'est pas l'État que vous volez, mais vous volez vos parents, vous volez vos amis, vous volez parce qu'eux, ils le payent. Donc vous vivez à crédit sur leur dos. Donc en réalité, nous ne devons pas craindre l'impôt. Nous devons, c'est vrai, il faut pas, on ne va pas souhaiter d'aller payer l'impôt à la joie au cœur, parce que il y a toujours un petit pincement quand on nous prive d'une partie de notre revenu, mais c'est le lien le plus palpable qui nous lie, qui fait de nous véritablement un citoyen. Et je pense que ça doit être même enseigné dans les programmes d'éducation civique à l'école pour que les plus jeunes générations change c'est enseigné, change de paradigme. C'est pas une escroquerie, et c'est pas ceux qui se plaignent de ah oui mais l'État s'endette. Il faut qu'ils se mettent en tête que plus ils payent leurs impôts, plus l'État a moins de raisons de s'endetter pour voilà, c'est exactement ça. C'est cela. Voilà, merci. Je crois que Julio a sa carte sur son certificat. Mon certificat d'inscription personnelle depuis un peu plus d'1 an, d'accord, depuis le 5 octobre 2020. Donc ça expire dans moins d'1 an. La validité, c'est de 2 ans. Voilà. Et vous l'avez eu à Je l'ai eu, c'était à 1000 francs qu'on l'a à l'ANIP, à la direction générale même à l'ANIP. Aujourd'hui, l'ANIP est encore au-delà même des formalités qu'on peut faire en ligne. L'ANIP est bien délocalisée pour Cotonou. Je sais qu'il y a un nouveau centre vers le stade de l'Amitié. Voilà. Très bien. Oui, mais toutes ces actions menées par l'ANIP et donc sur instruction du gouvernement, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être revoir la méthode de sensibilisation pour toucher les couches défavorisées, c'est-à-dire pas défavorisées, les analphabètes, ceux qui ne comprennent pas l'importance de ces décisions, par exemple ce certificat dont on parle, qui est quand même très important. Il y a ce problème qui se pose aujourd'hui. Ils ne sont pas informés. Il y en a qui disent ravis, on n'est pas informé, on ne sait pas comment le faire. Surtout dans les localités reculées. Oui, justement, nous faisions la dernière fois, par exemple, l'analyse du bilan du projet microcrédit à la FIA, par exemple, où l'un des blocages essentiels, c'est que dans certaines localités reculées, les gens n'ont pas, ou les femmes n'ont pas des actes d'état civil. Et donc, généralement, quand on ne le fait pas, c'est au moment où on a une opportunité ou bien on va vouloir utiliser que l'on commence par courir dans tous les sens. Et donc, si on l'a rendu gratuit, c'est peut-être non pas par rapport aux populations de Cotonou, mais par rapport aux populations les plus reculées qui, pour débourser 1000 francs, en fait, c'est un souci. Et lorsqu'ils ne voient pas la pertinence, d'accord, de cet argent qu'ils déboursent pour se faire établir ce certificat, il ne se décide jamais à le faire. C'est lorsqu'il est dans le besoin, lorsqu'il est obligé de le faire, qu'il commence par courir, et peut-être que le temps de courir, d'avoir l'acte, peut-être l'opportunité aurait passé. Et donc, pour beaucoup, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de, comme vous l'avez dit, c'est de sensibiliser, notamment dans les zones reculées, nos papas, nos mamans, nos paysans, d'accord, nos agriculteurs, quelque soit ce que nous faisons, parce qu'un jour ou l'autre, un moment ou un autre, nous aurons affaire à un service de l'administration. Il n'y a rien à faire. Et à partir de ce moment-là, ça va s'imposer à nous. Et donc, ce n'est pas en ce moment qu'on va commencer par courir. Et comme c'est devenu gratuit, je pense que le message irait davantage mieux, d'accord, que celui qui, par exemple, n'a jamais eu date d'état civil, n'a jamais eu une pièce, je peux l'appeler, c'est une pièce d'identité. La seule chose qui manquait et qui a fait polémique sur le CIP entre-temps, c'était les signatures. Donc c'est pourquoi certains services financiers ne l'admettaient pas, parce qu'il manquait les signatures des titulaires. Et donc, c'est peut-être pour certains l'occasion d'avoir, pour la première fois peut-être de leur vie, une pièce sur laquelle figurent leurs informations substantielles, leurs photos, ce qui établit une identité à leur égard. Et donc, le fait de l'avoir rendu gratuit, comme je disais tantôt, ça va davantage, d'accord, faciliter la sensibilisation, ça va permettre aux gens d'aller plus facilement vers cet outil-là.
et il faut travailler à déconstruire en fait de ces préjugés-là que nous avons souvent l'habitude de nourrir en face par rapport aux initiatives publiques, parce que il n'est pas oublié dire que peut-être les gens peuvent voir derrière ça d'autres éléments pour les prendre de telle ou telle façon, ainsi de suite. Bon, parce que le Béninois a souvent, nous avons, pas tous les Béninois, certains on veut toujours se cacher de leurs responsabilités publiques ou sociétales. Et donc, il y a à encourager, il y a à ce que nous travaillons davantage pour sensibiliser nos pères, nos mères, nos parents, notamment dans les localités les plus reculées, pour que tout Béninois puisse avoir au moins un numéro d'identification personnelle qui sera relié. Parce qu'à partir de ce moment-là, oui, c'est comme une carte SIM sur laquelle toutes vos informations sont concentrées, sont reliées, même adressage, ainsi de suite. Parce que quand vous renseignez les éléments, vous renseignez avec des précisions sur l'adressage, même sur les questions de filiation. Et donc, ouais, moi je n'ai pas sur le cas d'identité, on n'a pas, mais sur le CIP par exemple, on a jusqu'à avoir nom du père et nom de la mère, ce qui n'y avait pas par exemple sur nos anciennes cartes d'identité. Donc, c'est des éléments d'information supplémentaires qui, au-delà de la sphère publique, nous aident aussi, nous, individuellement. Oui, François Xavier. Et donc, vu de ce côté, il y a aussi que l'année, pour faciliter l'obtention de ces documents qui, quoi qu'on dise à des moments donnés, amènent des corrections à faire. Il y a beaucoup qui se plaignent de la lenteur qu'on constate par rapport aux corrections qu'il faut apporter. Une lettre qui manque ou bien qui a été mal placée, etc. Et ça crée beaucoup de nuisances. Oui, il y a ces problématiques-là qui reviennent de plus en plus, pas seulement par rapport, ce n'est pas propre à l'ANIP, mais à la suite de cette dématérialisation bienvenue de ces actes administratifs, il y a de plus en plus de plaintes par rapport même pas la lenteur de ces processus de correction, mais il y a des soupçons aussi de rançonnement. Parce que dans l'idée de l'État, c'est plus vous dissociez, vous réduisez le contact physique, plus vous minimisez un peu les risques de corruption et de rançonnement. Maintenant, et on a eu beaucoup de ces plaintes-là par rapport dans notre rubrique Parole à X. Peut-être on va le traiter dans un de nos autres formats. Il y a de plus en plus de Béninois, que ce soit pour l'obtention des corrections par rapport à ces actes-là délivrés par l'ANIP, pour solliciter un numéro IFU par exemple, où ils rencontrent des agents qui leur font pratiquement en tout cas comme dans le bon vieux temps, voilà, si vous voulez avoir votre pièce, faites le geste, ainsi de suite. Il y a beaucoup de ces bruissements là de plus en plus, parce qu'il est quand même on peut convenir que au regard du nombre d'actes qui peut être qui sont en traitement, il peut y avoir une certaine lenteur, mais on a pu observer la célérité quand même sur les plateformes en ligne. Donc peut-être que les autorités devraient pouvoir être un peu plus vigilants sur ces circuits-là, parce que dès que les agents, on n'indexe pas tout le monde, mais dès que certains agents véreux qui ne trouvent plus leur compte ont la possibilité de racketter certains citoyens, parce qu'évidemment ils peuvent le faire traîner aussi à leur niveau, parce que les corrections, vous ne pouvez pas les faire en ligne. Vous pouvez appeler un numéro, ça c'est encore un autre point d'achoppement, mais tant que les individus, vous devez confier votre sort à un individu qui peut le remplir à temps ou pas, là vous êtes sujet à des actes de corruption, de rançonnement. Donc on peut compter, l'appel c'est de compter juste sur les autorités pour qu'ils soient un peu plus vigilants sur ces paramètres-là. Maintenant, il y a
il y avait une autre faiblesse de cet acte, c'est que certaines administrations ou certaines entreprises le refusaient pour faute de légalisation ou bien demandaient qu'on aille les légaliser pour faute de signature. Aujourd'hui, il y a eu la CNSS par exemple qui a demandé, je pense que c'est un communiqué, le communiqué faisait état de ce que ce document n'avait plus besoin de légalisation pour être accepté. Donc ce faux message qui s'est instillé dans la tête de beaucoup de gens font que certains s'en sont plaints de la fiabilité de ce document. Là, Julio vient de lever le doute, en tout cas les derniers doutes qui étaient permis quant à la... Donc vous pouvez faire pratiquement tous vos actes avec ce document. Ce qui a précisé qui est un avantage substantiel pour ces nouveaux actes, c'est que tous les actes qui ont un code QR, tous ces actes qui ont un code QR n'ont pas besoin d'être légalisés, sont exemptés de légalisation. C'est ça, parce beaucoup que ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Tous les actes qui ont un code QR n'ont pas. Il y a même des communiqués qui étaient passés entre-temps pour dire qu'ils n'ont pas besoin d'être légalisés. Parce que, en fait, la légalisation confère à l'acte une certaine authentification. Or, le QR, même photocopié, d'accord, il y a les appareils de détection. Lorsque vous avez des doutes sur sur l'acte, il y a plein de manières de pouvoir le détecter. C'est-à-dire, bon, peut-être que les autorités feront en sorte, je pense, au niveau des administrations, c'est qu'il y a peut-être des doutes. On n'en a pas encore des cas de falsification, mais c'est qu'il y a des doutes, il y a des manières de vérifier l'authenticité de la pièce, rien que sur la base du code QR. Et donc, ça nous facilite encore davantage les choses, ça nous évite les longs files d'attente dans les arrondissements ou au tribunal pour faire légaliser tel acte de naissance, telle carte, ainsi de suite. Il suffit juste de faire la photocopie et de le produire. Et peut-être ce sont les arrondissements qui n'auront plus ces jetons de légalisation et qui... Bon, ça c'est un autre problème. Ce qui est ici, c'est de faciliter d'abord la vie aux citoyens. C'est ça. Je voulais revenir sur un sujet pour qu'on... Bon, je pense que vous voulez clôturer la ligne. En revenant sur l'histoire d'impôts, je pense que c'est capital qu'on fasse la pédagogie de cette histoire. Parce que souvent, beaucoup de Béninois ont toujours aux lèvres c'est mon droit, l'État doit. Non, l'État il faut que vous fassiez vos devoirs. En fait, comme on le dit vulgairement, payer avant de manger ou de réclamer. Donc je pense que c'est un acte citoyen. Vous êtes plus en légitimité, vous avez plus de légitimité pour réclamer un droit à l'État quand vous avez assouvi vos devoirs. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de naître sur un territoire d'avoir une nationalité pour être simplement citoyen à part entière. Vous avez des engagements. Et pour pousser le vice encore plus loin, nous avons déploré il y a quelque temps, en tout cas la semaine passée, 2 morts de militaires en tentant de protéger notre pays. Les gens doivent se demander, l'État ne passe pas de l'argent pour aller payer. Évidemment, ces militaires-là ne sont pas défendus avec des fourchettes. Ils se sont défendus avec des armes. L'État n'emprunte pas de l'argent pour acheter les balles, ça coûte cher. Les armes, ça coûte cher. Le traitement de ces hommes coûte cher. Et c'est pas ça, ce n'est pas en tout cas de la seule responsabilité des citoyens. Il faut des moyens. Les moyens, c'est nous en tant que collectivité qui mettons ça à disposition. Donc parfois, au-delà de la boutade, de la culture des impôts qu'on n'a pas, il faut que les gens puissent toucher du doigt très très précisément le caractère indispensable de payer, en tout cas de payer nos impôts à temps et à bonne date, et de simplement cocher toutes les cases de nos devoirs, parce que quand on ne le fait pas, ça a des conséquences, et dans le même temps, nous rajoutons encore à ces fâcheuses conséquences en persécutant l'État, en disant oui, ben vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, alors qu'il est de notre responsabilité de contribuer. Et pour finir là-dessus, quand vous regardez un peu les pays occidentaux, les pays que nous envions tant, les pays développés, en réalité, toutes les luttes sociales reviennent à ça. J'ai payé
donc vous devez. Oui. En réalité, c'est ça. J'ai payé les gilets jaunes, c'est ça. Non, vous faites trop de faveurs aux riches, alors ils ne contribuent pas assez, alors que nous travaillons pratiquement toute la journée, nous n'avons pas de repos, et les abattages fiscaux, vous les faites aux riches, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En réalité, si vous reprenez tout ce qu'il y a comme lutte sociale dans les pays développés, ça revient toujours à la contribution. Les mesures que le gouvernement prend, généralement, revient toujours à arbitrer, faire des exonérations ici, donner plus de droits à tel, ainsi de suite. Donc en réalité, le développement est tributaire de nos contributions. Après, à charge à l'État de décider d'exonérer telle couche de la population, parce qu'on aura décidé que telle personne, telle couche, ceux-là sont indigents, donc ils ne peuvent pas. Mais il faut déjà procéder à l'acte de paiement avant que l'État décide d'arbitrer et de classifier un peu tous ces compartiments-là de la société. Donc c'est un débat pertinent et qu'on doit mener. Très bien, on y reviendra très très prochainement. Merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs qui essayent d'appeler, de mettre des appels à partir du numéro qui est affiché à l'écran. Non, c'est juste pour envoyer un message, votre contribution au débat qui se fait ici autour de ce plateau. Envoyez votre message, vos propositions au 54 10 18 19, non pas pour appel, mais seulement pour que vous envoyiez vos propositions, vos suggestions, vos contributions. Nous avons appris aujourd'hui qu'il y a cette bonne nouvelle, la signature d'un contrat, sinon de plusieurs contrats qui feront désormais objet de protection et de sécurisation de la côte transfrontalière du côté du Togo et du Bénin, c'est-à-dire depuis à Baudrenfort jusqu'à Grand Popo. Ces côtes seront désormais reconstruites, protégées, de sorte qu'on n'assiste plus à ces dégâts qu'on a enregistrés ces derniers temps, la crue et tout, ce qu'on a vécu. Les populations de ce côté-là se sont énormément plaintes. Et donc, le gouvernement a pris les taureaux par les pommes, comme aujourd'hui, le contrat a été signé. Et donc, dans quelques instants, sinon d'ici quelques années, nous allons donc... Oui, d'ici quelques années, sûrement. Sûrement. Dans quelques instants, oui, pas d'ici sûr. quelques années, voudrais-je dire. Les populations de ce côté pourront pousser une offre de soulagement, François David Moore. Oui, vous savez, c'est un projet, c'était quelque chose qui traînait, je pense, depuis au moins plus d'une vingtaine d'années, même parfois plus. Je pense que cette nécessité-là remonte déjà vers les années 80, parce que l'érosion côtière, c'est une vieille question. Si vous observez un peu, le gouvernement s'est appliqué à réaliser des travaux confortatifs sur la côte, un peu partout, mais il y a un compartiment qui imposait qu'on fasse les travaux des deux côtés en même temps. Sinon, ça ne servait à rien. L'un, soit le Togo ou le Bénin, chacun faisait ça de son côté et pas à des moments, dans des timings coordonnés, l'un des deux pays allait en subir les conséquences. Donc ça fait l'objet de beaucoup de commissions. Je pense que cette histoire, c'est l'un des... Je pense que c'est un aboutissement, c'est un soulagement, parce que ce dossier principalement et beaucoup d'autres sont un peu symptomatiques de, comment je vais dire, je ne dirais pas lenteur administrative, je ne dirais pas notre capacité, notre bonne vieille capacité à tourner en rond, à traiter les dossiers avec légèreté, ainsi de suite. Je pense que c'est un vieux dossier et il est tout heureux et on doit se féliciter de ce que ce gouvernement qui nous a habitués à trancher dans le vif, à opérationnaliser ces choses, ait pu réussir avec le Togo à régler ce problème. Mais c'est un problème, c'est une question de coopération qui nécessite beaucoup de moyens, et on peut se féliciter aujourd'hui que nous en sommes arrivés. Ce qui veut dire que désormais, tout ce qu'il y a comme infrastructure
reliant les deux pays seront produits, surtout le barrage de Nangoito, etc. Oui, nous pourrons. Ça va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets. Oui. Déjà protéger la population de ces deux rives-là, de ces deux parties de l'érosion côtière, et permettre peut-être que les côtes de Grand Popo et tout ça soient utilisable, parce que pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les hôtels de ce côté-là, il est même inscrit, il est interdit d'aller à un certain... On ne peut pas les exploiter alors qu'on a une belle plage. Mais aujourd'hui, peut-être avec ces travaux, nous allons pouvoir, les opérateurs économiques, les privés pourront pouvoir exploiter, disons, dans leur entièreté, les potentialités de ces côtes. Donc c'était encore une fois un exemple de coopération réussie. On est arrivé en bout. Ce dossier est tellement important. En même temps, encore une fois, je ne trouvais pas le mot pour un dossier. Je pense que ce dossier, ce besoin date au moins des années 80. C'est un vieux dossier. On est en 2021. Donc, et il y a eu tellement de commissions là-dessus, On en est arrivé. Il faut féliciter le gouvernement pour cette réussite. Mais ça questionne. Espérons qu'on ne revienne pas à ces bonnes vieilles méthodes et ces échecs patents dans le traitement de ces dossiers. Parce qu'en temps, on a perdu beaucoup de milliards et de territoires. Il y a des territoires. Je ne sais pas si on pourra retrouver, même si quand on regarde un peu les travaux confortatifs qui ont été entrepris sur la côte, quand vous regardez du côté par exemple de PK10, vous avez remarqué qu'on a regagné quand même, je pense, une bonne vingtaine de mètres sur la mer. Je ne sais pas si c'est ce qui sera réalisé sur toute la côte, mais peut-être qu'il y a des... Et c'est possible, je pense que c'est possible de regagner de la terre ferme sur la mer. Oui, la zone a été très bien ciblée, depuis Agodrafort jusqu'à Grand Popo, là où le danger se produit. Et c'était estime que oui, en tout cas, les entreprises qui se chargeront de l'exécution de ces travaux s'y connaissent. Ce sont les Hollandais qui, en matière de protection des côtes... C'est spécialiste incontesté de la chose. Oui. Moi, d'abord, je fais entièrement foi, d'accord, en fait, à la rigueur avec lesquelles les infrastructures sont commanditées parce que nous observons actuellement au Bénin, maintenant doublé avec celui du Togo, ça donnera quelque chose forcément de meilleur. Ce que je voudrais dire, c'est par rapport à cette question, je voudrais ramener la question à sa plus simple expression, d'accord, pour faire comprendre un peu aux populations de quoi il s'agit. En fait, nous sommes toujours, confrontés aux questions d'inondation au Bénin. Parce que c'est deux choses. C'est d'abord lutter contre l'érosion côtière et éviter d'éventuels conflits avec les voisins. Qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire au Bénin? Vous voyez un peu, il y a une inondation, nous sommes 4 maisons ensemble. Moi, j'élève un peu peut-être ma devanture et l'autre reçoit complètement. Ou bien je travaille à dévier l'eau par rapport dans la sphère de l'autre. Et des fois, il y en a qui se lèvent, viennent casser. Il y en a même qui font des barricades et l'autre vient casser. Ça devient en fait des cas de conflit. Et comme Xavier le disait tout à l'heure, lorsqu'on réalise ces travaux d'un côté, d'accord, ça agit forcément sur l'autre. Lorsque ce n'est pas les mêmes infrastructures, le même mécanisme qui a été mis en œuvre pour le réaliser, en même temps, ça aura forcément un impact sur l'un ou sur l'autre parce que l'infrastructure, l'ouvrage ne sera forcément pas de même nature ou de même qualité. Et donc, cette sorte de collaboration, de coopération entre le Bénin et le Togo, ça fait... un peu plus de 180 km, un peu plus de 180 km. Et donc, c'est un gros œuvre. Le Bénin avait commencé, je pense que le Togo aussi le faisait, mais ils ont trouvé maintenant le mécanisme pour se mettre ensemble, pour juguler en fait cette question. C'est quand même une très bonne initiative qui est encouragée. Il y a maintenant à souhaiter que, comme prévu, les travaux se réalisent, ceci dans les délais, et que ça participe aussi au renforcement de la collaboration entre le Bénin et le Togo. Maintenant, si ça se pose aussi de questions du côté du Nigeria, pourquoi pas ne pas y penser, parce qu'il y a toujours dit, les questions transfrontalières
comme son nom l'indique, ne peuvent jamais être résolus par un État. Ce n'est que dans la collaboration interétatique. Très bien. Surtout avec cette affaire de piraterie sur les côtes maritimes. Voilà. Ce sont des actions, en tout cas, on a de bonnes raisons de coopérer. Pour qu'il y ait des actions concertées en vue de juguler cette déficience. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que même le Nigeria, qui est, par rapport aux autres pays, on peut dire que le Nigeria est une puissance maritime par rapport aux pays d'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils ont plus de bâtiments, ils en fabriquent même, même si on peut dire qu'ils sont des bâtiments de griffe d'entrée de gamme, il y a une industrie, c'est cette industrie-là qui va forcément se conforter au Nigeria. Même le Nigeria seul n'arrive pas à surveiller ses côtes. Donc on a besoin quand même de faire ça ensemble, pour peu que aussi nos pays consentent à faire les acquisitions nécessaires pour surveiller, et ça nécessite qu'on paye nos impôts. Ça nécessite qu'on paye nos impôts. Et bien voilà, merci à vous François-Xavier Noumon, Julio Tometti. C'était donc le plateau de Ça se discute, la discussion avec nos chroniqueurs, vous qui essayez d'appeler, non, c'est juste un message, pas un message que vous pouvez intervenir et participer à ce débat, apporter votre contribution. Merci à vous de toutes les façons, vous qui nous avez suivis.